Alors, donc, Caravanier, écoutez, bienvenue pour cette présentation pour le Maroc ce soir. On a une belle soirée devant nous parce qu'on a beaucoup de voyages au Maroc. Moi, c'est Ophélie, je me présente rapidement. Donc, ça fait 6 ans que je travaille chez Caravanier. J'aime beaucoup le Maroc. Ça reste une de mes destinations clairement coup de cœur. J'ai eu l'occasion d'y aller de nombreuses fois, mais tout a commencé aussi. Justement à la Grande Méharée il y a 6 ans pour fêter les 20 ans de Caravanier. Donc, je vous présente l'équipe Caravanier. Tout le monde n'est pas vraiment encore ici, encore une fois sur cette photo, parce qu'on a quand même une belle et grande équipe de guides, mais ça donne quand même une bonne idée. Donc, Caravanier a été fondé en 98 par Richard et Suzanne qu'on voit au centre de cette photo. Et c'est composé une petite équipe bureau, mais on est peut-être une petite dizaine au bureau de passionnés. Et en fait, l'équipe au bureau est souvent composée de guides aussi. En tout cas, les spécialistes, les responsables des destinations sont aussi guides terrain, ce qui fait que on a vraiment une très bonne expertise de nos destinations. Et ensuite, on a une équipe de guides aussi qui sont plus indépendants, je dirais, en tout cas, qui guident à l'occasion pour Caravanier, mais pour certains depuis 25 ans. Ce qui fait que, donc c'est ça, on est une belle grande équipe. La photo centrale, j'aime encore la présenter surtout pour notre conférence au Maroc. Parce que justement, elle a été prise au Maroc pour nos 20 ans. On avait organisé exceptionnellement pour l'occasion une grande méharée. Et c'est clairement là-bas que mon amour pour le Maroc a débuté. Parce que ça a été mon premier voyage caravanier lors de cette grande méharée. Et en fait, la grande méharée pour nos 20 ans, on avait à peu près une centaine de voyageurs qui nous ont suivis dans le désert. Et on avait invité plusieurs de nos partenaires à travers le monde à nous suivre aussi, à marcher avec nous. Ça a été vraiment un pont de civilisation, de continent pendant ce voyage. C'était assez extraordinaire parce que sur cette photo, elle rassemble, par exemple, la photo centrale, c'est ça, elle rassemble Babou Tendi qui nous venait du Népal, Ivan d'Équateur, on a Vico du Pérou, on a Andonis de Crète, on a Ramso de Tanzanie. Donc, ça a été vraiment une superbe expérience, puis qui a créé vraiment un très, très, très beau lien avec tout ce petit monde-là, avec lequel on travaillait déjà depuis longtemps. Mais le fait de se rassembler, de se retrouver de tous les continents au Maroc, ça a été toute une belle expérience. Donc, voilà pour la présentation globale de l'équipe. Euh, hop. Ah bah c'est ça. Je vous présente après notre équipe marocaine, juste après. Mais rapidement pour Caravanier, alors je répète un peu, je ne sais pas si certains ont déjà assisté à d'autres conférences, mais en tout cas, j'insiste quand même là-dessus pour les nouveaux. Euh, on s'engage, donc il y a voyager et agir. Caravanier, c'est voyager et agir. Voyager parce qu'évidemment, c'est le cœur de notre métier, c'est vous faire voyager. Puis notre volonté, c'est aussi toujours de voyager et d'avoir du fun dans ce qu'on propose, en créant les voyages, en les guidant, en les proposant, puis en constatant aussi que nos voyageurs en ont. Et donc, ça fait vraiment partie de ça. Et agir parce que on est dans une industrie polluante de par l'avion, nos déplacements en avion, ça c'est clair, c'est un fait. Donc on essaye, en tout cas, on se donne vraiment les moyens et on travaille fort pour toujours essayer de rendre nos voyages les plus responsables possibles. Ce qui fait que il y a Planétaire avec lesquels on travaille depuis une quinzaine d'années. Donc on compose tous nos voyages, les crédits carbone de tous nos voyages auprès de Planétaire. C'est automatiquement inclus dans ce que vous payez directement. Et Planétaire, en fait, ça vient, donc chaque année, tous les montants qui sont ramassés par Planétaire sont réinvestis dans des projets sociaux à travers le monde. Donc là, en ce moment, depuis 2 ans, c'est réinvesti au Népal, en l'occurrence. Donc c'est des très, très beaux projets à suivre de près. Il y a le 1% pour la planète aussi. Depuis 2018, justement, pour nos 20 ans, on a intégré le 1% pour la planète. Donc, c'est un mouvement mondial qui regroupe plusieurs entreprises à travers le monde, plusieurs organismes. Et en fait, on reverse donc 1% de notre chiffre d'affaires. Encore une fois, dans le prix de votre voyage, le 1% pour la planète est automatiquement inclus. Et là, pour le coup, le 1% pour la planète,
c'était en lien avec l'AEQ, par exemple, au Québec, l'Aventure Écotourisme Québec. Et tous les fonds qui sont ramassés pour le 1% pour la planète vont être réinvestis dans des projets environnementaux au Québec. Donc, par exemple, l'année dernière, il y a vraiment des rapports super complets. Là, je vous invite vraiment à regarder leur page quand vous avez le temps ou si ça vous intéresse. Ils font vraiment ça super bien, justement, l'AEQ avec le 1% pour la planète, c'est super clair. Et bref, donc l'année dernière, ça a été vraiment l'année un peu où il y a eu je veux dire des belles sommes. On a pu encourager plusieurs organismes, entre autres pour la protection des rivières telles que la Macpaille. Alors c'est ça, on essaye vraiment d'encourager ce genre de projets qui sont proches de chez nous et qui nous touchent particulièrement. On est aussi partenaire de Centraz, donc ça fait partie de notre philosophie quand on voyage aussi. Évidemment je veux dire, on fait aussi toujours avec la réalité des pays qu'on visite, la réalité de nos équipes locales. On ne peut pas se permettre d'imposer quoi que ce soit, mais ça reste que nos guides sont très sensibilisés au Centras. On sensibilise énormément nos équipes locales aussi, on y fait très attention et ça passe aussi par la sensibilisation de nos voyageurs. Donc tout ça, pour tout ce qui est en tout cas engagement et nos actions environnementales passent par ces actions-là, ces organismes-là. Euh, Sans compter que pour nous, le agir va aussi par le social, dans justement le bien-être de nos équipes, que ce soit par relever les salaires vers le haut plutôt que d'essayer de stagner ou de chercher les plus bas prix. C'est pas du tout une de nos philosophies. Au contraire, on a vraiment envie que toutes nos équipes locales soient bien traités à leur juste valeur, qu'ils aient envie de travailler avec nous. Puis c'est le cas, je veux dire, dans la plupart, en fait, une grande, grande majorité de nos équipes locales avec qui on travaille avec eux depuis 20 ans ou 25 ans, même depuis les tout débuts, ce qui fait on est très heureux de ça parce qu'on a vraiment un très, très beau lien. Donc, ça s'entretient et on est très, très attentif à ça. Alors voilà. Et justement, notre belle équipe locale au Maroc, bon, tout le monde n'est pas, je pense, ça fait, c'est ça, mais elle n'est pas si grande que ça, donc il ne doit pas manquer grand monde. Mais oui, donc c'est chapeauté par Lassène. Où est-ce qu'il est, notre cher Lassène? Il est là. Lassène et Marie. On a Samira aussi de notre équipe locale. Donc, c'est vraiment nos partenaires à destination avec qui on travaille depuis plus de 15 ans, 15 ou 18 ans maintenant avec cette belle équipe. Ensuite, sur cette photo, ben, on retrouve la plupart de nos guides, les cuisiniers. Bref, c'est vraiment une super équipe logistique aussi pour tout ce qui est matériel. Bref, très belle équipe solide avec qui on a pleine confiance et qu'on est heureux de retrouver d'année en année. Vous êtes toujours super bien accueillis, chouchoutés par notre équipe au Maroc, en fait, le Maroc aussi, ça fait partie des destinations où vous êtes vraiment accueillis sur place, pris en charge sur place. Il n'y a pas de guide qui partent du Québec. Vous êtes vraiment accueillis directement par vos guides berbères francophones qui parlent très très bien français, qui vous accueillent directement à Marrakech. Et c'est ça. Donc, ça vaut vraiment la peine de les découvrir. Je vais reparler, ou non, peut-être que c'est le moment. En tout cas, comme je vous disais, c'est une équipe locale d'origine berbère, comme à peu près 60-70% de la population au Maroc est d'origine berbère. C'est un peuple à la forte identité, qui ont une grande histoire, en tout cas en Afrique du Nord et dans le Maghreb. Ils font partie des premiers peuples natifs. Ils ont leur propre, comme je disais, une identité très forte, très indépendante. Ils ont leur propre langue, et même au sein des Berbères, il y a plusieurs ethnies, il y a plusieurs dialectes, ce qui fait qu'ils ont donc leur propre langue, leur propre écriture, les symboles. C'est passionnant. Je vous invite vraiment, vraiment à entrer, à encourager le contact. Ils parlent aussi arabe, français très bien. Mais donc, c'est ça, le berbère reste vraiment une culture à découvrir, très présente, un peuple de montagne avant tout, ce sont des montagnards avant tout, les berbères, ce qui fait que ils connaissent les montagnes comme leur poche, tous les petits sentiers, et bref, on peut vraiment leur faire confiance et ce sont des sources d'informations inestimables, en tout cas sur leur culture. Donc vraiment, ouais, pendant votre voyage, je ne peux que vous encourager à aller vers eux, puis à entrer, à chercher en tout cas le contact à ce niveau-là. Pour vous situer un petit peu, alors je vais juste mettre ça ailleurs. Voilà. Donc le Maroc.
Bordé, par, l'océan Atlantique, et la Méditerranée. On voit que le Maroc est complètement traversé par une chaîne de montagnes, qui est donc, l'Atlas et qui se découpe en 3 massifs. On a, le l'anti-Atlas qui est un petit peu plus au sud ici. Ensuite, on a le Haut Atlas qui est finalement plus central et le Moyen Atlas qui est un petit peu plus au nord. Puis cette barrière naturelle vient vraiment délimiter un peu, justement la côte atlantique et la portion plus, désert qu'on retrouve, vraiment plus au sud. Mais avant tout, le Maroc est un pays de montagne, beaucoup plus que de désert. On a souvent tendance à imaginer que le Maroc, c'est les dunes, c'est le désert, c'est le sud, c'est aride, alors que oui, c'est une réalité qu'on retrouve dans le pays, mais pas que. Et c'est une petite partie du pays parce que majoritairement, on retrouve des montagnes. Puis les montagnes au Maroc sont vraiment belles. Elles valent vraiment la peine d'aller les voir et d'aller y marcher. Donc, donc c'est ça. On arrive à Marrakech, mais en fait, vous allez arriver concrètement à Casablanca dans la plupart de vos voyages. Puis ensuite, il y a un petit vol interne qui vous amène directement à Marrakech parce que là, ça va être vraiment le cœur central, un peu point de départ de tous nos voyages pour ensuite aller rejoindre nos différents treks. Euh, alors, c'est ça. Notez aussi que l'Atlas, le mot Atlas, en fait, vient d'un mélange de grec et de berbère très ancien à l'époque, les civilisations se sont rencontrées. Et en fait, Atlas veut dire, je veux dire, c'est ça, c'est comme la Terre, en fait. Atlas veut dire la Terre, ce qui fait qu'à l'époque, ils trouvaient que les sommets des montagnes étaient tellement hauts et que les nuages s'accrochaient au sommet, que ça portait le nom comme si c'était la Terre qui s'accrochait aux nuages. Donc le mot Atlas finalement est venu d'ici. Donc comme porter les nuages finalement, qui signifie donc plus porter les nuages donc de l'Atlas. Euh, alors ce soir, je vais. Oups, pourquoi ça ne veut pas passer? Attendez, je fais juste, ça accroche à mon prochain diapo. Voilà. L'arrivée au Maroc. Alors, je vais commencer donc avec les petites choses qui sont communes à tous nos voyages. Finalement, les étapes communes à tous nos voyages. L'arrivée, le départ, en général, ça va être la même chose, peu importe le trek que vous allez choisir. Donc, l'arrivée au Maroc va se faire toujours un peu plus en douceur. On a décidé vraiment que vous allez arriver à Marrakech, mais tout de suite. Donc, vous êtes accueillis par l'équipe locale et on vous amène dans les montagnes juste avant de passer le Haut Atlas en traversant le col de Tishka. On va dormir dans une petite auberge vraiment au pied des montagnes, beaucoup plus au calme. On arrive vraiment plus en douceur. C'est super charmant, c'est très confortable. Ça nous permet vraiment de relaxer avant de débuter notre trek. Donc, pour tous nos voyages, on débute de cette façon. Ça permet de garder Marrakech, son tumulte, pour la fin. Et donc justement, Marrakech, ville absolument fascinante qu'on se doit quand même de visiter. Certains l'aiment, d'autres un peu moins peut-être, parce que parfois on peut être un peu confronté. Pour le coup, là, en termes de dépaysement, c'est assez fascinant. Et c'est aussi pour ça que le Maroc, moi, me fascine à ce point, c'est que c'est une destination qui est finalement pas si loin. Je veux dire, les vols se font très bien. C'est peut-être à 6h30 d'avion de chez nous. Et on arrive dans un monde, mais complètement différent. C'est tellement dépaysant. En tout cas, ça vaut vraiment la peine. Ça fourmille, ça grouille. Il y a toujours plein, plein d'animations à Marrakech. C'est tellement une culture, mais c'est ça, encore une fois, tellement différente de ce qu'on peut connaître ici. Donc, en si peu de temps, on se retrouve aussi loin. Alors, vraiment fascinant, très fascinant comme ville. Donc, on passe 2 nuits toujours à la fin de nos voyages à Marrakech, ce qui vous permet vraiment de passer une journée complète dans la ville et de pouvoir la parcourir librement. Il y a plein de choses à faire à Marrakech. Moi, ce que je préfère, puis là où je pourrais rester des heures et des heures, c'est juste me perdre dans les souks parce que je trouve ça tellement magnifique. C'est juste visuel. Ça vient chercher tous vos sens. Les yeux, l'ouïe, l'odeur, l'odorat, bref, je trouve que c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'animation rien qu'en se baladant dans les souks. Ensuite, il y a plein d'autres choses que vous pouvez faire. Il y a des musées très sympathiques.
Mais bref, vous allez avoir de quoi vous occuper, c'est évident, mais en tout cas, c'est toujours très charmant. Et une petite photo aussi d'un riad, par exemple, d'un exemple de riad dans lesquels, on dort, c'est toujours aussi très charmant. On reste 2 nuits, donc comme je disais, dans un petit riad dans la médina qui vous permet vraiment d'aller, naviguer à pied, très facilement et de vous repérer. On est vraiment super bien situés à chaque fois, donc vous êtes dans la médina, donc dans la vieille ville de Marrakech. Et donc c'est ça, toujours très confortable, charmant. Puis les riads là sont vraiment des hébergements traditionnels, c'est comme des petits cours intérieurs et c'est fascinant aussi de se rendre compte que parce que parfois il y a comme un brouhaha ambiant là, à Marrakech entre les motos, bref, c'est toujours un peu prenant, mais aussitôt qu'on arrive dans un riad, c'est comme si tout devenait beaucoup plus calme, c'est comme un petit oasis en ville. Alors, on privilégie ce type d'hébergement. L'autre chose très commune que vous allez retrouver dans la plupart de nos voyages est tout en lien évidemment avec le thé, la gastronomie, parce que c'est ce qui fait aussi la beauté de nos voyages. Bah, en tout cas moi j'aime beaucoup le thé, je suis une grande amatrice, mais effectivement que vous soyez plus café ou thé, bah, au Maroc, le thé à la menthe, ça va être clairement c'est une institution. On passe pas à côté, ça reste qu'il y a toujours une occasion pour boire le thé, à l'arrivée, au départ, le matin, pour après une marche, le midi pour terminer un repas, pour négocier, dans le souk à Marrakech, ça peut très bien se terminer autour d'un thé, pour vous remercier quand vous êtes invité, bref, n'importe, toujours une bonne occasion de partager un moment autour d'un thé. Alors moi, je trouve que c'est toujours, ça, c'est par exemple un voyage que j'avais fait en famille avec ma fille, donc il y a toujours une belle occasion de prendre le thé, que ça soit dans le creux d'une dune, n'importe. La gastronomie, j'avoue que ça, c'est quelque chose que vous allez retrouver dans tous nos voyages. Il y a pas de différence, peu importe où vous allez partir, on est toujours accompagné par une super équipe locale, des très bons cuistots, qui à chaque fois font des choses assez, fabuleuses, aussi beaux que bons. Donc c'est toujours très varié. Avec des produits locaux, donc ça reste, ouais, ça reste toujours impressionnant, moi, je trouve ce qu'ils arrivent à faire, ça, par exemple, c'est concrètement ce qu'on pouvait avoir les lunchs, du midi, donc on le voit là, ça reste toujours très, très varié aussi. Puis bon, encore une fois, là, le genre de petit lunch, de midi, donc imaginez aussi le soir, quand ils ont plus de temps, puis qu'on mange chaud avec les petites soupes, les couscous, les tagines, bref, ça va sans dire que il faut vraiment être très, très difficile pour, ne pas aimer, ne pas aimer la gastronomie, marocaine. C'est vraiment, très varié et toujours très bon. Alors voilà, je vais pouvoir commencer vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Donc, nos différents voyages, c'est sûr qu'on a, comme je disais au début, on a plusieurs voyages au Maroc, donc c'est pas évident de vraiment je rentrerai pas dans trop de détails, je vais vraiment essayer de vous présenter les ambiances des voyages, l'esprit un peu derrière tout ça, ce que vous allez que vous puissiez vous repérer aussi un peu dans le temps. Ce qui est le fun avec le Maroc, c'est que c'est une destination dans laquelle on peut y aller à l'année parce que ça soit dans les montagnes ou dans le désert, bref, on peut toujours trouver un voyage à n'importe quel moment de l'année au Maroc et que tous les voyages ne se font pas toute l'année. Donc il y a vraiment on va y aller par saison dans la présentation et je vais commencer avec la saison hiver. L'hiver, puis quand je parle d'hiver, c'est souvent aussi automne-hiver. Souvent, ça va être de octobre à avril et les 2 premiers voyages que je vais vous présenter se font très bien de octobre à avril, dont, la piste Mille Casbah, par exemple. Hem, alors c'est ça. Donc la piste Mille Casbah, c'est un voyage, de 11 jours, et c'est 5 jours de marche. C'est un voyage que j'ai eu l'occasion de faire aussi il y a peut-être 2 ans de ça déjà et j'ai beaucoup aimé ce voyage parce que, en fait, c'est un des seuls voyages aussi où on va dormir seulement en gîte chez l'habitant. Donc là, on voit il est pas très loin de Marrakech non plus. Donc c'est aussi pour ça qu'il est un petit peu plus court là, le temps de route est un peu plus, réduit. On va vraiment donc on part de Marrakech. La plupart de nos voyages, c'est un peu la même chose. On va vraiment traverser le Haut Atlas, le col de Tizi Tishka qui est à peu près à 2 200 mètres d'altitude, pour ensuite aller rejoindre le début de notre trek qui ici est Aït Benadou. Et en fait, on va aller rejoindre une ancienne piste caravanière pour aller, une ancienne piste caravanière, c'est ça, où les marchands en fait vendaient, des biens précieux comme le sel. C'était une ancienne piste de sel finalement, de Casbah en Casbah ou de Ksar en Ksar, jusqu'à rejoindre ensuite les villes impériales, telles que Marrakech. Donc là, en l'occurrence, on emprunte cette dernière portion d'Aït Benadou jusque la Casbah de Tellouet, qui est, très, très aussi réputée dans la région.
et en empruntant vraiment les anciennes pistes, caravanières. Évidemment qu'il y a des routes qui se sont constituées, formées plus tard, mais on va vraiment emprunter, les sentiers originels. Donc c'est vraiment au pied du Haut Atlas, en fait, et c'est ce qui fait aussi que ce voyage, il est possible l'hiver. Plus tard, je vais vous parler des voyages qu'on va faire en été qui sont vraiment dans les montagnes. Dans les montagnes, on n'y va pas l'hiver, sinon la météo, il y aurait de la neige, météo trop instable, mais quand même, là, ce voyage-là, on est vraiment plus au pied, en basse altitude, ce qui fait que c'est super agréable à cette période de l'année. Donc comme je le disais en début du Ksar d'Aïd Ben Haddou, en fait, un Ksar, c'est vraiment une sorte de village fortifié. C'est une forteresse vraiment d'importance, c'est classé au patrimoine, de l'UNESCO, c'est, magnifique. Puis on est vraiment au sud là, le Aïd Ben Haddou, vous l'avez vu, c'est un petit peu plus au sud, donc c'est beaucoup plus aride comme ambiance aussi, et donc c'est une randonnée muletière, donc vous êtes toujours accompagné aussi par des mules qui portent toute la logistique, et en fait, on va vraiment, en 5 jours seulement, avoir quelques contrastes dans l'itinéraire. On va vraiment passer par plusieurs, types de paysages. On va passer par des gorges, des canyons, on traverse plein de villages, comme je vous disais, on va vraiment c'est en fait, c'est un trek, c'est peut-être un des treks les plus culturels qu'on peut avoir parce qu'on va vraiment marcher de village en village pendant 5 jours. Donc on a vraiment l'occasion de voir, les gens travailler, s'affairer dans les champs parce qu'on traverse plusieurs champs, en terrasse. Oups, je suis allée un peu vite. On traverse plusieurs champs, en terrasse aussi dans le voyage. Donc donc vraiment, on a le contact avec, avec les populations, du coin. Heu, exactement comme ici, par exemple. Là, ça, c'était une photo qui avait été prise en avril, d'ailleurs. C'était, ouais, c'était la belle saison pour voir les fleurs. Donc c'est ça, et en même temps, il y a toujours plein de casbahs, des vieilles casbahs, par exemple, en ruine ou abandonnées. Donc les casbahs sont des anciennes aussi, habitations, donc je veux dire, souvent une casbah, c'était avec 4 pylônes et c'était donc en terre battue ou en c'est ça, exactement comme ça. Donc souvent, ocre, c'est fait vraiment avec les matières, les matériaux qu'on retrouve, dans les montagnes, donc ça se confond complètement dans le paysage. C'est vraiment fascinant et c'est très esthétique. Donc on passe vraiment de justement les petits sentiers irrigués comme ça en passant à travers les champs, des petits oasis de verdure dans un paysage très, très aride. C'est vraiment très, très beau. Donc là, exemple, les gorges qu'on traverse, pendant le voyage. On est, donc comme je disais, là, c'est par exemple, le genre de petit village aussi, exactement le type d'architecture qu'on croise souvent, au Maroc, qui est très typique et qui se fond vraiment, complètement justement parce qu'ils utilisent la matière première, qu'ils retrouvent dans les montagnes. Donc c'est toujours, je trouve très, très visuel. Des greniers fortifiés aussi qu'on trouve beaucoup sur l'itinéraire, donc fort intéressant. Et comme je disais, on dort toujours chez l'habitant. Donc chez l'habitant, ça reste des petits hébergements, très rustiques. En fait, souvent, dormir chez l'habitant concrètement, ce sont des annexes que les locaux ont aménagées pour pouvoir accueillir des voyageurs. Donc ça peut être, des grands salons marocains, qui sont dédiés, à nos groupes. Ça peut être des petites chambres, privées. Parfois, ça peut être des petites chambres un peu style dortoir. C'est toujours un peu aléatoire, mais il faut garder en tête que c'est rustique. C'est pas, on a des voyages qu'on nomme Dolce Vita, un peu plus confortables, où là, c'est des petites chambres privées, et cetera. Là, quand c'est, gîte chez l'habitant, c'est beaucoup plus simple. Souvent, c'est des salles de bain, partagées aussi. Hem, Eau froide, je dis jamais qu'il y a de l'eau chaude parce que, on sait jamais, puis c'est quand même rare qu'on ait l'eau chaude, quand on dort en gîte chez l'habitant, donc sanitaire partagé, salle de bain partagée, puis souvent c'est, petite toilette, de chalat ou pour ceux qui sont en mesure de se laver à l'eau froide, il y a pas de problème. Il y en aura. Donc voilà, pour le voyage, la piste Mille-Casbah, super beau voyage. C'est un niveau, sans grande difficulté particulière, donc c'est un niveau 1 sur notre charte de niveau. Donc très accessible à je ça reste c'est un voyage de randonnée, donc très accessible à toute personne quand même qui aime la randonnée, qui aime la marche, mais en général comptez, en moyenne 5-6 heures de marche, par jour. Et les dénivelés sont vraiment pas exagérés, peut-être entre 500-600 mètres de dénivelé positif, cumulé, quotidien. Ce qui en fait un voyage tout à fait, raisonnable et accessible, surtout si c'est un premier trek. Si vous voulez vous essayer sur un voyage de trek, c'est un très beau, très très beau voyage.
Là, c'est pas on voit un peu l'évolution du paysage. Par exemple, là, ça arrive vers la fin de l'itinéraire. On est à Tirouza, à peu près à 2000 mètres d'altitude et on voit que, beh, c'est ça, on est déjà arrivé à peu près à 2000 mètres, ce qui fait que les paysages ont un peu changé. On voit de plus en plus de montagnes aussi. On commence à apercevoir le Haut Atlas parce qu'on se rapproche de Tellouette, la fameuse Casbah de Tellouette. Donc, on s'en rapproche et on voit les sommets enneigés un peu plus au loin. Donc, c'est vraiment très, très beau. C'est personnellement une de mes petites places préférées, la Tirouza, parce que justement, le petit esprit de montagne est assez présent tout en ayant la douceur justement du fond de vallée. C'est très, très beau. Puis, on est toujours très bien accueillis aussi. Alors, c'est ça. Donc là, Casbah de Tellouette, par exemple, avec laquelle on termine. Donc, on vient vraiment rejoindre deux points d'importance, en fait, à l'époque. Comme je disais, le sel, à une certaine époque, coûtait bien plus cher que l'or. Donc, c'était vraiment une piste où ils partaient bah, du désert pour ensuite relier des points comme ça d'accès pour ensuite vendre leurs biens, leurs marchandises, etc. avant de rejoindre bah, Tellouette était une des dernières casbahs d'importance du Glaoui avant de rejoindre Marrakech. Donc c'est ça, encore très bien conservé. Il y a un musée, etc. Donc c'est très intéressant. Hop, alors je vais juste m'arrêter pour regarder, voir s'il y a des questions. Je pense que ça va pour... Ouais, non, c'est bon. Hop, ok. N'hésitez pas si jamais il y en a au fur et à mesure. Sinon, à la fin, il y aura du temps aussi pour les questions. Notre deuxième voyage est certainement des plus populaires quand on est dans notre offre au Maroc. C'est les montagnes volcaniques aux dunes sahariennes. Celui-là, il est aussi idéal d'octobre à avril, vraiment en hiver, ben, automne, hiver, début de printemps, disons. C'est vraiment la bonne saison parce que là, on va vraiment tout au sud du Maroc et bah, c'est ce qu'on va chercher. C'est plus. Attendez, j'essaie d'aller chercher ma carte. Voilà, elle est là. Donc, pour vous donner une petite idée, encore une fois, on part de Marrakech et là, une plus longue route nous attend, évidemment, parce qu'on va plus au sud. Puis ça se mérite d'aller rechercher le désert, mais dans ce voyage, il y a deux portions de trek. C'est un voyage un petit peu plus long, c'est un 15 jours au total, mais dans ce 15 jours-là, il y a deux treks. Il y a un premier trek qui est dans le massif du Sahara. Donc notre premier arrêt, il est ici. Donc, tout à l'heure, je parlais un petit peu de la route. Là, on passe le col de Tizi Tishka, toujours pareil, 2200 mètres. C'est vraiment de la route montagneuse telle qu'on se l'imagine, là, hyper sinueuse en montagne. Mais une fois qu'on passe, qu'on traverse l'Atlas, et ben là, vraiment, on descend. Plus on descend en direction de Ouarzazate, on voit vraiment les paysages complètement changer. C'est super beau. Moi, je trouve que oui, c'est une journée de route, mais c'est une journée de voyage aussi en soi. Parce que vraiment, les paysages, on passe des montagnes, parfois des sommets enneigés, à l'aridité, à la palmeraie, qui est immense, la palmeraie du Dra, au désert, en fait, quasiment à la fin de la journée. Donc, c'est très, très, très contrasté. Mais donc, là, dans ce voyage, on va aller dans le Sahara pour notre première portion de trek, 4 jours qui est un massif pré-saharien. Il est vraiment coincé entre le Haut Atlas et le désert, ce qui en fait vraiment une géologie assez unique. Et ensuite, après ce trek-là, on va reprendre la route pour aller rejoindre vraiment la fin de la route. Là, bon, le jaune, là, mais vous fiez pas au trait jaune, c'est comme une vieille carte qui a été mise ici. Et nous, on va aller à Marmide, qui est en fait la route, le bout de la route qu'on voit ici. Il n'y a pas d'autre village après, on s'arrête là. Et c'est ici qu'on va aller faire notre boucle dans le désert pendant 5 jours. Donc c'est ça. Et ensuite, à la fin, bon, ben, on n'a pas le choix. On repart d'ici, puis on remonte jusque Marrakech. Longue route, mais c'est ça. Encore une fois, c'est le désert. Si on veut y aller, en profiter, ben, on n'a pas le choix de passer par là. Donc notre première portion de trek dans le Sahara, comme je disais, paysage massif volcanique. On est vraiment dans quelque chose d'assez unique parce que c'est une géologie, des plateaux déchiquetés, des canyons. Là, on voit vraiment ça, c'est très très caractéristique de ce qu'on trouve dans le Sahara. C'est un massif qui est encore très peu fréquenté, assez isolé. Dans le fond, il est surtout fréquenté par les nomades qui transhument par le Sahara au printemps et à l'automne. Donc les nomades qui partent du désert. À l'automne pour aller rejoindre je veux dire au printemps pour aller rejoindre les montagnes de l'Atlas.
passent nécessairement par le Sahara et même chose, quand ils font la transhumance, au printemps, je veux dire à l'automne pour aller rejoindre ensuite, le désert. Donc c'est encore habité par des nomades, semi-nomades, dans le Sahara, puis encore, de belles occasions de les croiser dans l'itinéraire. Hem Il y a rien de je veux dire, c'est encore une fois, c'est un voyage, accessible. Il est peut-être un peu plus soutenu que le voyage précédent. Déjà, il y a plus de jours de marche. On est plus sur 8 jours de marche, 9 jours de marche sur ce voyage, que l'autre. J'aime beaucoup cette photo. Elle est très, très, caractéristique. Là, on peut croiser justement d'anciens villages ou des zones justement, habitées souvent par les nomades ou semi-nomades qui viennent, ici pour mettre, leurs bêtes, quand ils transhument. Vraiment très caractéristique. C'est super beau. Et c'est un coup de cœur. Honnêtement, à chaque fois, là, les voyageurs qui s'inscrivent pour ce voyage, ils vont souvent dans l'esprit, j'y vais surtout pour le désert. Et finalement, à chaque fois dans les retours, c'est le sarrau qui revient parce qu'il y a vraiment un esprit, il y a vraiment quelque chose. Vous êtes accompagné par une équipe de muletiers pour la portion sarrau. Donc les mules, ce sont eux qui portent la logistique. Les campements, ça va être la même chose que ce soit dans le désert ou dans le sarrau, c'est toujours sous tente. Donc là, on a l'exemple d'une belle grande tente pour les repas, les petits déjeuners, etc. Et le soir, bon, bah, pour les dodos, évidemment, vous avez des tentes, c'est des tentes de 3 places classiques, là, de standard de camping. Donc voilà, on voit un petit peu la vie sur le campement, ça s'affaire comme ça. Comme je disais, muletier, des mules, donc ils portent toute la logistique. Donc vous portez juste votre sac de jour. Dans le Sahara, c'est quand même des belles marches. On va quand même atteindre un col à 2300 mètres. Donc, dans tout le voyage, les 2 premières journées dans le Sahara vont peut-être être les plus exigeantes parce que c'est celles qui vont comporter le plus de dénivelé. Comptez à peu près 800-900 mètres de dénivelé positif ces journées-là pour atteindre le col de 2300. Ensuite, on a une bonne longue redescente avant d'atteindre un plateau pour ensuite pouvoir sortir ensuite du Sahara et reprendre la route vers le désert. Bon, exemple, des mules, elles sont pas toujours aussi chargées là, je vous rassure. Je pense qu'ils en tout cas, on voit un peu toute la logistique que ça prend et c'est vraiment un travail, en tout cas, hein, il y a plein d'informations que je vous donne avant de partir évidemment à ce sujet-là, mais c'est toute une sacrée logistique de la part de notre équipe locale. Voilà pour la portion Saro. Et ensuite, on reprend la route. Donc, hop, la petite bout de route qu'on voit ici, par exemple, à partir de Ouarzazate, là, ça c'est comme Ouarzazate ici. Donc là, clac, on descend et Marmite, c'est ici. Et donc, on va vraiment faire une boucle dans ce sens-là pour les 5 prochains jours, donc dans le désert. Puis alors, le désert, bon, bah là, c'est l'immensité, c'est l'isolement. Vous allez vraiment vous retrouver dans un autre monde. Euh, je vais juste revenir ici. Là, on voit l'Oued-Dra. On parle souvent du Dra, du désert du Dra, mais en fait, c'est parce qu'il est justement traversé par le désert, pas par le désert, par la rivière du Dra, qui est l'une des plus longues rivières au Maroc. Et en fait, justement, le désert, donc il est un peu séparé par cette rivière-là. Nous, on va dans une partie du désert qui requiert encore des permis parce que c'est une zone qui est militarisée. Donc, on a encore la chance de pouvoir accéder à ça, ce qui fait qu'il y a très peu de monde qui y vont encore. On ne croise pas de motorisés, il n'y a pas bref, il y a pas de il y a très peu de camps fixes aussi dans cette portion-là du désert. Donc nous, on est vraiment en itinérance, en autonomie. On part pour les 5 jours. Là, vous allez rencontrer, des chameliers. L'équipe de chameliers, bien que ce ne soient pas des chameaux au Maroc, mais des dromadaires, mais on appelle, les personnes qui les ont en charge, des chameliers et c'est eux qui portent, donc les dromadaires, toute la logistique, aussi pour ce trek. Hem donc c'est ça. Ouais, donc c'est les dromadaires qui portent toute la logistique. Dans le désert, c'est beaucoup plus varié que ce qu'on imagine. Comme je disais, ça reste très, c'est très, je veux dire, ça reste 5 jours en itinérance, donc on marche de campement en campement. Ce que je voulais dire quand c'est très diversifié, c'est on peut avoir des grands plateaux rocailleux comme ça qui sont des regs, comme des plateaux dunaires, donc avec les dunes, des ergs. Et c'est ça, ça reste vraiment un environnement magnifique. Tout à l'heure, je parlais justement zone militarisée. On est aussi, souvent, on parle de questions de sécurité. On reste dans une zone donc, militarisée. La frontière est proche avec l'Algérie. Il y a des postes de frontaliers à chaque 30 km. C'est super hermétique, donc très sécurisé. On ne les voit pas, les postes frontaliers, évidemment, mais juste pour vous dire qu'on n'est pas du tout dans une région du désert qui pourrait craindre quoi que ce soit. Là, ça reste très, très sécuritaire.
Hem, on peut croiser évidemment, certains nomades, de la région. Souvent notre équipe de toute façon, notre équipe justement de chamois vivent dans le désert et sont nomades pour la plupart. Et on il y a de la vie dans le désert, beaucoup plus que ce qu'on imagine. La marche dans le désert, c'est quand même, toute une expérience. Il y a pas de difficulté particulière. Beh, même si ça reste aussi des journées de, à peu près 6 heures, en gros 6 heures de marche, par jour. Il y a pas de grand dénivelé dans le désert à part monter, descendre des dunes. Mais après, ça va être plus la gestion, de la chaleur, la gestion, de votre équipement, l'hydratation, être très attentif à tout ça parce que finalement, bah, c'est l'enjeu quand on marche en plein soleil dans le désert. Le midi, on arrive toujours à trouver des petits coins, tranquilles à l'ombre, au pied d'un tamari là pour prendre les lunchs. Donc on a quand même des moments de beau repos. Et puis, bah, les soirées sur le campement, là, les couchers de soleil sont toujours assez hallucinants. La lumière dans le désert est vraiment unique. C'est difficile, de retrouver cette lumière-là ailleurs. Je trouve que ça reste quelque chose qui est assez unique. Donc, amateurs de photographie, là, vous allez vous régaler dans ce type de voyage. Exemple, heu, c'est clairement, la en tout cas je pense que c'est une des rares occasions qui se présentent dans pas beaucoup d'options de voyage, je trouve, mais de dormir à la belle étoile. Je le conseille à tous mes voyageurs, à chaque groupe. Je me répète à chaque fois, mais je le dis et je le redis, vraiment, s'il y a bien un endroit dans le monde où vous pouvez essayer de vivre cette expérience-là, c'est là. Au moins une fois dans votre voyage, prenez votre sac de couchage, votre duvet, bah, votre matelas et allez vous mettre dans le creux d'une dune et vraiment juste dormir à la baie d'étoiles, dans cet environnement-là, dans ce contexte, c'est fabuleux. Il y a pas de danger. Quand on y va, justement, c'est l'hiver, donc la nuit, c'est quand même plus froid. Faut pas oublier que, le Maroc, c'est un pays froid où le soleil est chaud. Donc le soleil, aussitôt qu'il est levé, il réchauffe, ça c'est évident, il peut faire très chaud, mais aussitôt qu'il se couche, bah, on ressent tout de suite les amplitudes, thermiques. Donc il fait un petit peu plus, frais aussi, souvent même, le soir. Ça vaut pour, les montagnes, ça vaut dans le désert aussi. Donc ce que je voulais dire, bah, c'est ça. Ça reste que, les petites bébêtes, dont on pourrait avoir peur, bah, l'hiver, on s'en préoccupe pas, on dort dehors, puis on est bien heureux. Alors voilà pour la présentation de ce voyage. Est-ce que, tout va bien? Je regarde, ça a pas l'air qu'il y ait de questions. Super. Alors ensuite, ah mince, j'ai comme appuyé, pardon. Ah, voilà. On change de saison. On va aller, maintenant plus au printemps et ou à l'automne. Donc, printemps, je parle de, avril, mai et automne, octobre, novembre. Bon, vous allez me dire, ça se colle un petit peu à l'autre précédemment, mais quand même, ça, on va aller donc dans le massif du Sirois, qui est, pour vous situer, donc un peu plus au sud de Marrakech. Il est vraiment à la frontière entre le Haut Atlas et l'Anti-Atlas. Et étant donné que c'est un massif montagneux, bah, dans sa globalité, c'est ce qui fait qu'on y va vraiment plus à l'intersaison. On est quand même dans alors c'est un voyage qui va regrouper, 2 types un peu d'ambiance. Moi, je trouve que c'est un super beau voyage pour, aussi un premier trek. Il est, de 12 jours, dont 6 jours de marche. Il est parfait si vous voulez vous tester pour un premier trek aussi et si en plus vous voulez, vivre l'ascension d'un premier sommet très accessible. Parce qu'on va aussi en profiter pour faire l'ascension du Sirois qui est à 3 300 mètres. Sans difficulté technique, mais quand même, un petit sommet à 3 300. Et en plus de ça, ben, dans le Sirois, si on y va le printemps et l'automne, c'est qu'au printemps, on a vraiment la belle saison, les amandiers en fleurs, comme j'en parlais tantôt aussi, c'est fleuri, c'est super beau. Et à l'automne, je vais en parler plus tard, mais c'est la saison du safran, de la récolte du safran. Et c'est super intéressant, le paysage change de couleur. S'il y a bien une préférence personnelle entre les 2 saisons, en tout cas, si vous hésitez entre les 2 saisons, je ne peux que vous conseiller d'y aller en novembre, un petit coup de cœur de plus parce que justement, pour la récolte du safran. Mais ça reste qu'avant ça, bah, le Sirois, ça a aussi une, géologie, unique. C'est vraiment des montagnes, qu'on retrouve, nulle part, en tout cas sous cette forme, au Maroc. On a, ça sont vraiment c'est des montagnes basaltiques, en fait, qui ont été complètement dessinées, par l'érosion, donc c'est assez, c'est vraiment magnifique. On rentre dans une toute autre ambiance quand on va dans le massif du Sirois et là, pendant ces 6 jours, bah, ça va être une alternance de nuits en campement sous tente et des nuits en gîte chez l'habitant. Donc c'est un peu le meilleur des 2 mondes, là, si vous voulez vraiment vivre, autant l'expérience,
camping en itinérance et gîte chez l'habitant. Donc, comme je vous le disais précédemment, gîte chez l'habitant, on s'attend aussi à ce que ce soit rustique, mais charmant et avec le nécessaire, là, le confort de base. Donc, très diversifié comme trek. On passe entre l'esprit de montagne et les petits villages aussi qu'on traverse. Donc, la rencontre avec les populations locales et en même temps, bah, on a justement ce petit volet très, très montagne, très rocailleux. Là, c'est vraiment de la roche. Puis ça, vous allez la retrouver partout au Maroc. Aussitôt que vous êtes en montagne au Maroc, c'est de la roche. Donc là, c'est un bel exemple de ce qu'on peut retrouver. Exemple de belles vues qu'on retrouve depuis le Sirois à 3000 mètres et quelques. Là, c'est vraiment très beau. Là, on a vraiment une vue assez époustouflante sur l'anti-Atlas et sur le Haut-Atlas aussi. Comme je vous disais, la lumière au Maroc, ça, en tout cas, je m'en remets toujours pas. C'est toujours sujet à de très belles photos, de très beaux moments en fin de journée. Euh, et comme je le disais aussi tantôt, bah, justement, on croise aussi beaucoup de personnes s'affairer dans les champs parce que c'est des régions qui sont aussi très cultivées. Et vraiment, en début novembre, c'est toujours la saison de la récolte du safran. C'est des centaines de personnes qui s'affairent dans les champs. Là, c'est un travail d'orfèvre. On comprend pourquoi le safran est aussi cher parce que tout le petit pistil est récolté à la main, individuellement, vraiment pistil par pistil, ce qui fait que c'est vraiment un travail très, très minutieux. Et on voit les champs mauves de crocus comme ça qui sont complètement, bah, je veux dire, qui embaument les champs qu'on traverse. Donc, ça donne vraiment une ambiance assez unique au voyage à cette période de l'année. Alors voilà pour le Sirois, donc au printemps ou à l'automne. Ça reste un voyage accessible, comme je disais, mais quand même avec un premier sommet à 3300 mètres, donc qui demande quand même en tout cas, un bon dénivelé quand même certaines journées. Un bel effort, mais encore une fois, rien d'exagéré, rien de technique, très accessible à toute personne en forme qui aime la randonnée, évidemment. Si vous avez les moindres doutes sur encore une fois, là, je passe vraiment pas trop dans le détail sur les itinéraires, mais si vous avez des doutes sur votre niveau ou même si vous êtes encore plus mêlé à la fin de la conférence parce que vous savez juste plus quel voyage choisir, bah, appelez-moi au bureau ou mes collègues et ça me fera vraiment plaisir de regarder plus en détail, puis on voit ça ensemble. Alors voilà pour le massif du Sirois, donc Crocus mordicus, massif du Sirois. C'était celui-là. Je change de saison maintenant. On va aller plus dans la saison été et pour vraiment nos voyages qu'on retrouve en montagne. Et là, on va parler d'un de mes favoris qui est le Mgoun été Saout. En même temps, j'ai l'impression que je dis ça depuis tantôt. Bref. Donc, Mgoun été Saout, mais à mon sens, quand même, clairement le voyage de montagne qu'on offre au Maroc le plus complet. Ça, c'est sûr. C'est le voyage le plus long aussi, c'est un 17 jours et on fait 11 jours de trek, 11 jours de marche sur ce voyage, 11 journées pardon, consécutives. Euh, on voit la carte ici, voilà. Donc là, on va aller faire comme trois vallées. C'est ça, on va aller rejoindre à peu près trois vallées dans cet itinéraire-là. Comme je disais, pour moi, à mon sens, c'est le plus complet. On va faire l'ascension du Mgoun, qui est le troisième sommet au Maroc, qui culmine à 4070 mètres à peu près. Et pourtant, ben, quand même bien moins fréquenté que son voisin, le Toubkal, qui est le premier sommet du Maroc, qui est à 4100 et quelques, mais beaucoup plus accessible depuis Marrakech, en fait. Le Toubkal, il est vraiment accessible, il peut se grimper en 2 jours, 3 jours, ce qui fait qu'il est très, très populaire. Alors que le Mgoun, ben, ça demande une approche plus longue, plus soutenue. Alors, souvent, il est délaissé par manque de temps des voyageurs. Et tant mieux pour nous, finalement, parce que ça en fait quand même encore aujourd'hui un sommet bien moins fréquenté, mais pourtant bien plus spectaculaire, qui offre une plus belle diversité que le Toubkal encore. Donc là, on va commencer dans la vallée d'Ounila, au sud là, de Marrakech, avant de rejoindre la vallée de la Tessaout pour aller donc, faire l'ascension du Mgoun et redescendre dans la vallée des Roses pour terminer notre portion de trek. Donc, comme je le disais, le voyage le plus complet, là, si vous avez vraiment le goût d'un voyage de montagne en Maroc, avec en plus de ça une ascension, si vous êtes en forme, parce qu'encore une fois, ça va être des bonnes journées de marche sur ce voyage-là, mais il n'y a aucune notion technique. Même pour l'ascension du Mgoun, là, il y a absolument rien de technique. Mais, euh, mais quand même des bonnes journées de marche à prévoir entre 6 7 heures
plus, parfois 8 heures et plus pour la journée d'ascension du Mgoun particulièrement, mais sinon en moyenne 6-7 heures de marche par jour pour ce voyage. C'est une randonnée muletière, donc là on est accompagné aussi par des mules pour toute la durée du voyage. On dort sous tente, c'est du camping tout le long. Mais c'est ce qui nous permet d'avoir vraiment le privilège de dormir dans des endroits, vraiment plus reculés. On peut dormir à côté de beaux petits villages aussi dans ce genre-là, qui parcourent, notre itinéraire. Donc voyage de montagne, oui, mais en même temps voyage et c'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup, c'est que ça regroupe un peu tout ce que j'aime dans un voyage. Il y a de la montagne, il y a le défi physique de l'ascension du Mgoun. En même temps, il y a le côté culturel, passage de village, de voir vraiment la vie telle qu'elle est dans ces montagnes, dans le Haut-Atlas. Hem, c'est assez, c'est vraiment très intéressant. Puis, bah, le contraste, en terminant dans la vallée des Roses, on verra un petit peu plus tard là quelques photos où ça en fait un trek aussi, aquatique, les pieds dans l'eau pour terminer. Donc donc voilà, très complémentaire. Par exemple, il y a plusieurs passages de rivière dans l'itinéraire. Encore une fois, jamais rien de trop technique, mais il faut être à l'aise quand même à se mouiller les pieds, parce que ça arrive, de nombreuses reprises. Donc mais encore une fois, vraiment un voyage, qui permet d'avoir une première expérience aussi en altitude. Si vous avez le goût de vous tester, une première fois en altitude justement, parce qu'encore une fois l'altitude, ici est pas exagérée. Elle se fait, progressivement. On fait un pic à 4 000 mètres, mais on redescend aussitôt. On va pas passer de nuit vraiment à 4 000 mètres, on y va très progressivement. Là, on voit vraiment le type d'itinéraire qu'on a là. C'est vraiment une approche beaucoup plus longue, beaucoup plus lente pour atteindre le sommet. On traverse vraiment les montagnes, puis on a vraiment des vues époustouflantes, sur tous les environs. Donc vraiment, vraiment très, très beau. Le genre de village encore, la Mekdaz. On a la fameuse crête du Mgoun, qui est vraiment spectaculaire. Donc là, c'est en arrivant à l'approche finale. On a vraiment une très, très belle crête, qui est très bien représentée ici. Avant le sommet et en redescendant, bon, bah, c'est là, les pieds, les genoux, les mollets dans l'eau. On traverse, on va descendre donc la rivière, Mgoun en passant par sa gorge et c'est, encore une fois toute une expérience. On tombe dans la vallée des Roses qui est un massif, vraiment au pied du Haut-Atlas, donc aussi pré-saharien. On est de l'autre côté, on tombe de l'autre côté là, si vous vous rappelez sur la carte. Donc on change un peu d'univers, c'est beaucoup plus, aride, beaucoup plus, désertique un peu comme ambiance et en même temps, ça peut être très verdoyant parce qu'on passe par des champs, des cultures en terrasse. Souvent on y va plus l'été, donc c'est sûr qu'on voit pas les champs de roses qui fleurissent en mai, mais ça reste quand même, vraiment très, très beau là. Ça on change complètement d'ambiance que même que ce soit par l'architecture, complètement différente. Donc trek, qui devient aussi aquatique les 2 journées, 2-3 journées en fin de trek, mais vraiment le fait. Alors, voilà pour ce voyage. C'est vrai que j'ai pas donné les dates. N'hésitez pas à regarder le calendrier des départs, sur le site. Vous allez voir le Mgoun, en tout cas cette année, il me reste 2 places. On a un départ cet été. On a un départ cet été en août, le 2 août dans mes souvenirs. J'ai déjà 10 personnes. Il me reste 2 places. Il a eu un beau succès. J'ai pas parlé, c'est vrai, des départs des autres voyages, mais bon, sachant que le printemps là est déjà bien entamé, il nous reste encore des places et des départs ouverts pour l'automne, donc à partir d'octobre, novembre, décembre, que ce soit pour les 2 premiers voyages dont je vous ai parlé et le sirois aussi d'ailleurs. Alors je continue, toujours pas de questions, c'est tout bon, parfait. Donc je continue avec un tout nouveau voyage, des hauts plateaux nomades à la vallée des Roses que j'ai eu la chance de repérer finalement au printemps dernier. Puis on va avoir un premier départ cette année en juin. Il reste des places, il y a un départ, le 2 juin, d'ailleurs. Donc celui-là, vraiment, idéalement, cette période-là est de juin à septembre. Donc encore une fois, c'est vraiment l'été qu'on privilégie. C'est 8 jours, c'est un 14 jours, 8 jours de marche. C'est quand même un niveau, modéré encore une fois. Le Mgoun était notre voyage le plus soutenu, celui dont je vous parlais juste avant, parce qu'il est plus long, il y a l'ascension, les journées quand même d'approche sont plus soutenues. Celui-là, il est un peu plus modéré, mais on va vraiment naviguer sur les hauts plateaux nomades. Là, on va aller se j'avais pas la petite carte, je m'excuse, mais on est entre, le Haut Atlas et le Moyen Atlas. Donc on est dans la portion haute du massif de l'Atlas. On est vraiment à la limite, à la frontière des 2.
et on va toujours naviguer à 2000 mètres et plus sur ce voyage-là. On est toujours donc comme je disais sur des hauts plateaux, ce qui fait qu'on croise absolument personne. En tout cas moi c'est ce qui m'a vraiment frappé sur ce voyage et ce que j'ai adoré, d'autant plus, c'est qu'on croise personne, on est un peu hors sentier, hors itinéraire, complètement, hors itinéraire classique. Donc on croise encore beaucoup de nomades et semi-nomades, sur ces plateaux-là, qui sont, qui vivent, encore de cette façon, donc c'est vraiment très intéressant. Les paysages, sont aussi assez, uniques. On a donc, toute cette culture nomade et pastorale qui est très présente dans l'ambiance du voyage. Je me suis régalée. Il y a cette photo-là, en tout cas, j'ai eu vraiment la sensation, en fait, en sortant de ces montagnes, d'avoir fait un voyage dans le temps. Là, c'est des habitations troglodytes qu'on trouve aussi, en passant dans cette région-là et vraiment, c'est ça. Ce qui m'a frappé le plus, c'était juste cette sensation de faire un voyage dans le temps, de se retrouver dans une autre époque et pourtant, c'est une réalité encore aujourd'hui, mais de constater ça et de passer à travers ces sentiers-là, c'était vraiment, c'est toute une expérience. Donc il met vraiment ce voyage-là, l'emphase là-dessus. J'ai été très étonnée à quasiment, je pense qu'on était à 2600 mètres ou 2600 mètres de croisée des dromadaires, donc comme quoi les nomades sont bien là, à partir du printemps justement. Ils fuient la chaleur de l'été pour aller se réfugier dans les montagnes, dès le printemps, pour passer l'été avec leurs bêtes. Donc le genre de petits moments qu'on peut avoir aussi. Encore une fois, là, des habitations troglodytes, on en croise vraiment beaucoup. Encore une fois, toujours une randonnée muletière, donc ce sont des mules qui nous accompagnent. On dort aussi en campement tout le long de l'itinéraire. C'est plus modéré, mais ça reste quand même des bonnes journées de marche aussi pour celui-là. On a des belles montées, des bonnes descentes. On a un col quand même à 3000, un peu plus de 3000, 3500 mètres à passer. Donc, ça donne aussi un bel esprit de montagne. Et ce que j'aime beaucoup et ce que j'adore en fait dans ce type de voyage, c'est le contraste. Donc là, on a passé toute la première portion de voyage sur les hauts plateaux à 2000 mètres et plus. On passe par des cirques, des gorges ensuite pour redescendre, pour arriver dans la vallée des Roses dont je vous parlais tantôt, qui est sublime, qui donne un contraste hallucinant avec les montagnes. On était vraiment plus, c'est ça, on était sur le haut des montagnes, quelques jours avant de redescendre complètement au fond de la vallée et là, changement d'ambiance encore une fois, les pieds dans l'eau à traverser la gorge du Mgoun pour aller rejoindre en fin de parcours le magnifique village de Boutarar pour y passer, 2 nuits, dans des petites auberges, très, très sympathiques. Mais vraiment le genre d'ambiance là qu'on a, en traversant le canyon et la gorge du Mgoun, c'est assez spectaculaire. Encore une fois, on retrouve que ça soit dans l'architecture, c'est complètement différent. Bah, déjà, on croise pas de village quand on est, dans les hauts plateaux là, c'est très limité. C'est vraiment plus des nomades que vous allez croiser et le type, d'habitation que vous avez vu tantôt. Alors que dans la vallée des Roses, bah, c'est les casbah, c'est un autre type d'architecture. Ça a vraiment d'autres paysages, complètement contrastés. Donc là, on voit par exemple, le beau village de Boutarar qui est très, très charmant, au cœur de la vallée des Roses, du Dadès et donc on y passe un peu de temps, aussi, à la fin de notre trek pour en profiter. Donc ouais, très, très beau voyage. Donc on y va en juin, ou en septembre, il reste encore de la place. Je regarde un petit peu. Est-ce qu'il y a des questions pour celui-là? Ah, merci Eric. Il me reste un voyage. Ouf, je suis pas si mal dans les temps. Ok, donc il me reste un voyage, la Dolce Vita en pays berbère. Donc celui-là également, nouveau voyage finalement qui a été créé il y a quelques. En fait, il a été créé pendant la Covid, donc on peut considérer que c'est un nouveau voyage finalement, quand même relativement nouveau en tout cas. C'est le voyage le plus confortable de toute notre offre au Maroc parce que, il se dort que dans des, petits gîtes, auberges très confortables, très sympathiques, plus des petites auberges que des gîtes. Là, il y a pas vraiment de gîte, chez l'habitant dans ce voyage-là. On parle plus de petites auberges ou éco-lodge. Donc là, c'est des petites chambres privatives avec salle de bain privée, hem c'est pas, c'est vraiment, plus, niveau confort sur ce voyage, donc il va vraiment plus à s'adresser aux personnes qui se disent, «Non, non, non» pour le camping. Niveau du voyage aussi très accessible, c'est un niveau 1, donc parfait, idéal pour toute personne qui veut se lancer dans un premier trek ou qui veut juste prendre ça plus relax
pour ce type de vacances, mais en tout cas vraiment, très beau voyage qui se fait donc dans la vallée d'Anergy. Là, on voit, la belle vallée d'Anergy. Tout à l'heure, je vous parlais les hauts plateaux nomades. En fait, on est sur les hauts plateaux du Cousser. Donc, et en fait, le Cousser, c'est les hauts plateaux qui surplombent la vallée d'Anergy. Donc, on est à peu près dans la même région pour commencer le trek. Donc, c'est-à-dire qu'on est à la frontière entre le Haut Atlas et le Moyen Atlas. Et la vallée d'Anergy, c'est là où est originaire la Seine, dont je vous présentais au début, qui est le responsable de notre équipe locale sur place au Maroc. Et en fait, il a grandi à Nergui. Il a un écologe qui est encore qui est habité, qui est tenu par son frère et son papa. C'est celui-là, c'est un petit havre de paix. On débute ici, on y passe quelques nuits parce qu'il y a plein de choses à faire dans la vallée, que ça soit des villages, des gorges aussi à traverser. Donc c'est comme un petit point de départ. Et vraiment, c'est tellement agréable. On est encore une fois super bien accueillis toujours. C'est beau, c'est charmant, c'est super confortable. Et dans un voyage Dolce Vita, l'esprit aussi veut qu'on reste en général toujours au moins 2 nuits à chaque hébergement, ce qui vous permet vraiment de vous poser un petit peu plus, de prendre quelques journées plus relax si ça vous tente, et vraiment de profiter, saisir l'ambiance des lieux, profiter des lieux. C'est 8 jours de marche, celui-là dans mes souvenirs, 8, ouais, c'est ça, c'est à peu près 8 jours de marche pour ce voyage-là. Les journées sont vraiment pas exagérées. En moyenne, c'est plus 4-5 heures de marche. Les dénivelés sont vraiment pas exagérés non plus sur ce voyage-là. On est plus de l'ordre de 400-500 mètres de dénivelé à peu près. Et en même temps, donc, on va vraiment marcher donc, de village en village, de vallée en vallée, pour aller rejoindre à chaque fois donc, nos petits hébergements toujours très, très charmants. Donc, on va passer par donc, la fameuse vallée d'Anergy. Ensuite, on va prendre un chemin qui est clairement un de mes favoris aussi au Maroc, parce que là, on va vraiment remonter de la vallée d'Anergy pour aller rejoindre des anciens sentiers de bergers, là, comme on le voyait. Là, ici, par exemple, c'est un endroit où on peut prendre un petit arrêt lunch, mais qui est vraiment, vraiment très, très cool en termes de vue, assez époustouflante. Et en fait, on va aller rejoindre les hauts plateaux pour 2 nuits. Donc, les hauts plateaux de tantôt, ben là, on va y dormir juste 2 nuits avant de partir dans une autre vallée. Et quand on dort sur les hauts plateaux, ben, on va aller dans un campement nomade, mais un campement nomade très confortable. Parce que c'est la Dolce Vita quand même. Donc, ça veut dire des tentes de ce style-là, avec des vrais lits, des couettes, il y a même des sanitaires. Bref, c'est une expérience de camping plus plus, disons, et on va y passer 2 nuits, ce qui va nous permettre aussi d'aller voir les hauts plateaux, d'aller voir quelques communautés de semi-nomades qui vivent dans le coin et avant de repartir donc vers une autre destination. Là, exemple de genévrier assez spectaculaire qu'on croise beaucoup, 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 justement sur les hauts plateaux, le type de végétation ouais, très, très récurrente sur les hauts plateaux, vraiment au Maroc. C'est assez particulier. Puis ça a une odeur, ça a vraiment une essence particulière, donc ça embaume. Exemple de justement les semi-nomades qu'on croise beaucoup sur les hauts plateaux là, donc c'est assez fascinant. Puis en tout cas, le gouvernement du Maroc, là, j'avais été assez surprise de voir beaucoup de communautés avec des panneaux solaires. Je l'ai trouvé bien moderne d'avoir ça chez eux. Et en fait, non, en apprenant que c'est assez récent, le gouvernement du Maroc a décidé d'équiper finalement les nomades des montagnes de panneaux solaires pour qu'ils puissent aussi bénéficier de plus de confort. Donc, c'est une belle avancée. Donc on va continuer, on va aller rejoindre avec Boumez, d'autres vallées qui sont vraiment très peu fréquentées aussi. Ça reste une région qui est surtout la région native de notre équipe locale, donc elle est vraiment, c'est hors sentier. Il y a très peu de monde qui passe dans le coin, donc encore une fois, on se retrouve souvent un peu seul et avec la sensation d'être hyper isolé. Le type d'hébergement encore qu'on peut rencontrer. Bon là, cette photo, elle a dû être prise en hiver ou en fin d'hiver parce que les montagnes sont sont très blanches. C'est rare que ça le soit autant en plein été, mais ça donne une idée de l'ambiance et le genre de moments qu'on peut retrouver. Donc voilà pour la Dolce Vita. Toujours des beaux petits villages, des belles casbahs, des greniers fortifiés aussi qu'on croise sur les itinéraires. Et on a un départ cet été, en juillet, pour la Dolce Vita. Il me reste encore aussi des places pour ce voyage. Donc la saison idéale, c'est l'été. Euh, alors voilà. Je termine un petit mot rapide pour les familles, parce qu'on a aussi quelques super beaux voyages en famille.
J'ai eu la chance d'y aller justement avec ma fille quand elle avait 4 ans et ses cousins et cousines qui avaient 8, 10 ans, donc clairement des voyages famille qui peuvent se faire aussi jeunes que, 4 ans, pour les familles aventureuses et on a le désert, donc vraiment le fun. On visite des petites casbah, la Palmeraie, exactement la Palmeraie avec les ânes, on va dormir dans le désert. On a aussi un voyage dans la vallée d'Anergy pour les familles où là, on se fait un petit camp de base à l'écologe, puis on fait des petites journées en étoile. Donc que ce soit en été ou en hiver, bah, on a des super belles alternatives. C'est une destination hyper familiale. Moi, j'y retournerai demain avec ma famille, ma fille, parce que vraiment, ça a été super accueil. Les Marocains adorent les enfants. Ça parle français, on mange bien. Je veux dire, c'est même pour les enfants, c'est un bonheur d'aller au Maroc.